Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui une petite conférence sur être femme et autiste, donc quelles conséquences? Alors un point assez court sur l'autisme. Ah oui, je ne me suis pas présentée. C'était noté, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Amélie Lucet, je suis psychologue et sexologue, spécialisée donc, dans la prise en charge des personnes avec autisme et dans les couples aussi avec autisme. Donc, soit l'une des deux personnes, soit les deux personnes. Voilà. Je te présente maintenant. Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone de femmes autistes. Donc un petit point sur ce qu'est l'autisme. Donc on sait que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va interférer dans les relations interpersonnelles. Donc ça va notamment toucher le domaine de la communication. Donc la communication, qu'elle soit réceptive, donc ce que l'on va comprendre, ou qu'elle soit expressive. Donc la communication des personnes avec autisme, elle peut passer soit par des médiations comme la communication par objet, par photo, par image, par pictogramme. Voilà, il y a plein de médiations possibles quand la communication verbale n'est pas possible, et que ce soit donc sur le versant réceptif ou expressif selon le profil des personnes. Elle va aussi toucher le domaine des interactions sociales, et donc avoir des conséquences sur l'amour, sur la vie intime, sur la vie affective et sur la vie sexuelle. Et puis, elle touche aussi le domaine du comportement, donc au niveau des gestes, des intérêts qui peuvent être restreints, inadaptés. Va aussi interférer donc la sensorialité. Toutes les personnes n'ont pas le même profil sensoriel, mais elles peuvent présenter des... Si vous m'entendez bien ? Mais elles peuvent présenter des hypo ou des hypersensibilités dans certains domaines. Elles peuvent aussi présenter des troubles de la régulation et de la modulation sensorielle. Et puis, donc, ces troubles, donc on appelle maintenant troubles du spectre autistique. Donc, c'est toute une symptomatologie qui va s'exprimer avec différentes intensités selon les symptômes. Donc, toutes les personnes avec autisme ont un noyau commun, mais bien sûr, les profils sont très, très variés et très différents. Et puis, nous avons aussi tout ce qui est retard cognitif. Donc, ça va de déficiences très importantes, de retard très important, à des personnes qui peuvent avoir un haut potentiel intellectuel, mais qui vont quand même présenter des particularités cognitives liées à leur autisme. Alors, quelques spécificités chez la femme. Donc, on sait quand même que la femme, par rapport à l'homme, va avoir plus de motivation sociale. Elle va présenter des intérêts spécifiques un petit peu plus discrets. Et puis, elle va quand même avoir une meilleure communication non verbale, ce qui va lui finalement la pénaliser, en quelque sorte, quand même. Puisqu'à terme, donc, le parcours diagnostique va être encore plus complexe que pour les hommes, puisqu'elle va pouvoir mettre en place un camouflage social, donc s'adapter, essayer quand même d'imiter, de se fondre un petit peu dans la masse. Mais voilà, tous ces aspects lui coûtent, même si elle le fait, puisqu'elle ne comprend pas, ça n'a pas toujours de sens non plus pour elle. Donc tout ça, ça va être très énergivore. Et puis, à terme, ça va augmenter aussi le risque de comorbidité. Donc, comorbidité, ça va avoir des impacts sur la santé mentale, un risque d'addiction qui peut être accru, un risque de dépression, de suicide, voilà. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que toutes ces comorbidités, elles vont faire aussi que le diagnostic va être encore plus difficile, puisque forcément, ce qu'on va voir, c'est l'addiction, c'est la dépression, et ça va rendre encore plus complexe le diagnostic. Dans le domaine de l'affirmation de soi, donc souvent les personnes avec autisme, elles vont avoir une méconnaissance de leurs forces et de leurs faiblesses, donc il va falloir les accompagner aussi pour leur permettre de mieux se définir et mieux se connaître en tant que personne. Elles vont avoir aussi des difficultés à différencier ce qui relève de leur personnalité,
propre et de ce qui relève de leur TSA. Donc là aussi, ça va être important de pouvoir les accompagner. Et elles vont avoir des difficultés à interpréter leurs propres états internes et sensations corporelles. Ce qui va favoriser souvent, bien souvent malheureusement, une mauvaise estime d'elles-mêmes, d'autant plus qu'elles vont être souvent sujettes à des reproches par leurs proches eux-mêmes parfois, par l'entourage scolaire, voilà, qui vont leur dire qu'elle ne sait pas faire, qu'elle est maladroite, qu'elle est bête, etc. Et donc forcément, la personne, elle a de gros risques de développer une mauvaise estime d'elle-même. On trouve aussi un dysfonctionnement au niveau des fonctions exécutives, donc des difficultés à planifier, à exécuter des tâches, qui va aussi favoriser un sentiment d'incapacité au quotidien. Et donc, c'est des personnes qui sont tout à fait capables d'apprendre si on les accompagne de façon spécifique et individualisée. Mais quand ce n'est pas le cas, et puis quand c'est aussi fait tardivement, donc ça va renforcer ce sentiment d'incapacité aussi. Et une difficulté à se projeter et à choisir, déjà de base par leur autisme, il y a vraiment cette difficulté qui est là, qu'il faut adapter selon les profils. Il y a des personnes, si le choix n'est pas visuel ou s'il est trop important, dans un premier temps, ce sera trop compliqué de choisir pour elles. Et donc, on va voir, on développera un petit peu plus après, mais que voilà, ce choix, il va avoir une importance fondamentale, en fait, cette capacité à choisir par la suite pour tout ce qui va être les risques finalement qu'elles vont encourir du fait d'autant plus de ne pas pouvoir choisir. Au niveau de la pudeur et de l'intimité, ce qu'on peut retrouver de façon encore plus intensifiée pour les personnes qui vont présenter un retard cognitif, donc c'est un manque de pudeur et de capacité à protéger son intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Un manque d'intégration aussi des notions de privé et de public. Donc tout ça, ça va vraiment être ce que les personnes neurotypiques vont apprendre par expérience, par observation. Tout ça, ça va nécessiter pour les personnes avec autisme un apprentissage en fait. C'est des choses qui nous semblent naturelles et finalement pour elles, ça va nécessiter un apprentissage. Donc une difficulté à identifier aussi la proximité relationnelle et à s'y ajuster. Et donc ça va être dans les deux sens. C'est comment je me comporte avec l'autre et qu'est-ce que l'autre a le droit de faire avec moi ou pas aussi. Ça c'est vraiment très très compliqué pour elles. Et là, même pour les personnes qui n'ont pas de retard cognitif, ça reste quelque chose de très compliqué. Et bien que les personnes puissent faire illusion, il faut être très très attentif à ça. Ça vraiment, ça va être essentiel. Une difficulté à faire évoluer une relation aussi. Les erreurs de jugement, parfois, ils vont pouvoir nous rapporter qu'ils ont des amis et finalement, quand ils nous racontent un petit peu ce qui se passe, pas du tout des amis. Les comportements, ils ne sont pas du tout amicaux, voire même parfois, ça peut être assez pervers à certains moments. Et donc voilà, des erreurs de jugement. Au niveau de l'identification de genre, alors je ne vais pas trop développer parce qu'en plus je crois que la plupart qui étaient là étaient présents à la conférence d'Elie qui a bien expliqué. Donc effectivement, dans les TSA, on trouve au niveau de la dysphorie de genre, donc plus de personnes avec TSA qui présentent une dysphorie de genre, soit trans, non-binaire, fluid gender. Une surreprésentation donc de l'autisme parmi les personnes dysphoriques aussi. Et au niveau des hypothèses, donc les personnes avec TSA elles seraient moins réceptives aux contraintes sociales. C'est vrai que du coup, tout ce qui va être style vestimentaire, suivre la mode, etc., suivre les autres, les codes, elles sont beaucoup moins sensibles à ça. Donc forcément, voilà, c'est une hypothèse. C'est pas du tout la seule hypothèse, mais c'en est une. Au niveau des difficultés, dans les interactions avec les professionnels, souvent aussi on retrouve une infantilisation, une remise en question de l'identité de genre, une difficulté à évaluer la personne. Là encore, je ne vais pas développer parce qu'Elie en a très bien parlé aussi de comment c'est déjà quand une personne se questionne sur son identité et qu'elle est neurotypique, voilà, c'est pas toujours très bien reçu, mais quand elle est en situation de handicap et de TSA, c'est d'autant plus compliqué. Et puis, là encore, ça favorise. Il y a un risque accru sur des maladies mentales, des risques de décompensation aussi, ou des risques de dépression. L'orientation sexuelle, donc elle est plus libre des tabous autour de la diversité de genre aussi, asexualité, homosexualité, bisexualité en bisexualité.
Et donc, c'est d'autant plus compliqué parce que parfois, elles sont dans une double minorité, puisque à la fois, elles sont en situation de handicap, et en plus, voilà, elles peuvent être aussi dans cette minorité au niveau des questionnements de l'identité sexuelle. Un risque de santé mentale, encore là, qui va être accru de risque. Donc, au niveau des habiletés sociales, la difficulté, ça va être de prendre au sens littéral du terme. Donc ça, c'est dans la vie quotidienne, mais ça va être dans les relations avec les amis, dans les relations amoureuses. Ne pas comprendre les sous-entendus. Donc là encore, c'est difficile parce que la séduction, par exemple, elle est faite de plein de sous-entendus. Ne pas décoder l'implicite et les intentions d'autrui, que ce soit verbalisé, que ce soit gestuel, que ce soit une mimique faciale aussi. Pas de méfiance sociale. Une difficulté à repérer les situations à risque à temps. Souvent, c'est quand il est trop tard, ou alors parce qu'au cours d'une conversation, voilà, ils se rendent compte que finalement, il s'est passé quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait normal pour elle. Un aspect négatif et positif de l'interaction sociale aussi qui est ignoré. Donc on peut parler un peu de naïveté, d'innocence de ces personnes avec TSA, qui sont donc des personnes plus vulnérables, ce qui va favoriser les risques potentiels. Alors, au niveau des habiletés sociosexuelles, donc la compréhension littérale, encore une fois, donc va impacter. Il n'y a pas ou peu d'éducation à la sexualité. C'est déjà compliqué dans le milieu scolaire ordinaire pour les personnes neurotypiques, mais c'est encore moins présent pour les personnes avec TSA et encore moins en établissement médico-social, par exemple. Pas ou peu d'apprentissage par les pairs, le fait au niveau des interactions sociales, le fait d'avoir moins d'amis, finalement de ne pas forcément comprendre tout ce qui se passe dans un groupe, fait que l'apprentissage par les pairs, il est aussi moins important, voire quasi inexistant. Donc ils n'ont pas forcément les codes du rendez-vous amoureux. Au niveau de la répartition aussi des rôles de la séduction, c'est pas très très clair. Et puis souvent, ils ont une vision illusoire, donc soit parce qu'ils ont lu quelque chose, soit parce qu'ils ont vu un film. Enfin voilà, donc ils ont une vision assez calquée sur des images qu'ils ont pu percevoir. Alors au niveau du couple, du coup, vous avez aussi le guide de survie du couple qui a été réalisé par l'AFA. Donc là, je vous ai mis la photo et vous pouvez retrouver le lien aussi sur le site de l'AFA qui reprend certaines difficultés et puis qui donne aussi un certain nombre de conseils. Donc c'est bien pour le ou la partenaire et pour la personne en situation de TSA aussi. Alors, au niveau du couple, ce qui va impacter aussi chez la femme avec autisme, parfois, c'est tout ce qui va être lié à l'apparence, puisque c'est souvent les personnes avec autisme, elles s'apprêtent moins que les autres, elles ne s'apprêtent pas forcément plus pour un rendez-vous amoureux. Donc voilà, donc ça va impacter la possibilité peut-être de vivre en couple. Difficultés sociales et professionnelles, donc ça va avoir un impact dans le couple parce que forcément le fait de ne pas avoir de travail, d'être peut-être plus dans une certaine dépendance financière, ça va aussi accroître les raisons des disputes, enfin les causes, les raisons, mais les causes des disputes dans le couple. Donc parfois, ça peut aussi complexifier les situations de couple. Les difficultés sociales aussi, parce que ça va être des personnes qui vont peut-être avoir moins envie de sortir, qui vont moins supporter les réunions de famille, qui vont moins bien gérer les choses. Et donc, ça peut être pesant pour certains partenaires. On retrouve aussi des particularités émotionnelles et comportementales. Donc là encore, avec le temps, les personnes généralement arrivent à trouver des stratégies un petit peu pour vivre avec ces particularités-là. Mais au quotidien, ça peut être assez pesant pour l'entourage. Le fait d'identifier sa propre satisfaction aussi en couple, savoir si vraiment c'est ce qu'on veut, enfin voilà, pour quelles raisons, ça peut être plus compliqué quand on est
quand on est une personne autiste. Donc ça limite le choix des partenaires. Souvent, on retrouve quand même une prévalence plus importante de partenaires qui vont présenter eux-mêmes un TSA ou bien qui vont avoir un peu une personnalité un petit peu atypique, soit un peu plus solitaire, soit un peu plus excentrique, mais voilà, c'est des profils qui prédominent quand même au niveau des couples. Et donc, ça va aussi nécessiter le fait de pouvoir être apprécié pour ce qu'on est, donc déjà de s'apprécier soi-même en tant que personne avec autisme, et que l'autre puisse nous apprécier avec nos particularités, ça aussi, si on est en situation d'autisme. La reconnaissance de l'autisme aussi, au niveau des traits de caractère. Donc tout à l'heure, je disais tout ce qui est particularité émotionnelle et comportementale. C'est pouvoir se dire que voyez, il y a des choses qui font partie de l'autisme et que la personne peut essayer de travailler sur certains aspects, mais voilà, ça fait aussi partie d'elle et il faut l'accepter. Et donc la compréhension et l'acceptation du fonctionnement. Alors ça peut conduire certaines personnes avec autisme à se désintéresser des relations affectives, des relations intimes, voire des relations de couple. Des personnes qui vont manquer d'intérêt. Donc parfois, ils peuvent nous le rapporter de cette façon-là. Et pour certains, si on creuse un peu, on se rend compte quand même que c'est plutôt une conséquence de rejets précédents qui font que voilà, ils ont peur d'être rejetés à nouveau et donc ils préfèrent se dire que c'est pas pour eux, que c'est pas important. Donc là encore, quand on accompagne des couples avec autisme, c'est important aussi d'aller creuser un petit peu derrière si vraiment c'est ce qu'ils veulent, parce qu'il y en a vraiment, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Tout seul, ça leur va très bien. Ils n'ont pas forcément envie de vie affective, etc. Mais voilà, il faut creuser un petit peu plus loin. Au niveau de la sexualité, donc l'activité sexuelle, elle est fortement influencée aussi par les particularités sensorielles. Donc on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont être hyposensibles par exemple et qui vont rien ressentir, il ne va pas se passer grand-chose. Il y a des personnes pour qui ça va être désagréable parce qu'il y a une hypersensibilité. Il y a d'autres personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir parce que c'est le seul moment où il se passe vraiment quelque chose d'intense aussi. Pour d'autres, ça peut être effrayant. Certaines personnes aussi, certaines femmes vont rapporter qu'elles ont des rapports sexuels pour rendre l'autre heureux. Donc parfois, ça leur fait plaisir de rendre réellement l'autre heureux. Et puis bon, parfois, c'est pas très positif parce qu'on n'a pas des rapports sexuels pour rendre l'autre heureux. Il faut être vigilant à l'utilisation d'Internet, donc notamment de la pornographie, puisque parfois, donc, elles peuvent aussi aller sur Internet par curiosité. C'est accessible et l'information, elle est difficile à filtrer quand même. Et donc, elles peuvent aussi être victimes via des sites de rencontres, ou enfin voilà, maintenant il y a plein de réseaux sociaux, de cyber-intimidation du fait de leur compréhension littérale, le fait de faire confiance trop facilement. Donc là encore, vous pouvez retrouver, vous aurez la liste un petit peu de la boîte à outils, et puis il y a quelques dépliants que vous pourrez consulter ici, qui a été fait aussi sur les dangers d'Internet pour les personnes autistes. Donc cela va les rendre aussi plus vulnérables aux agressions sexuelles et à la manipulation. Au niveau de la parentalité, il y a une brochure qui peut être consultable aussi, imprimable, etc., qui a été faite par le GNCRA. Cette brochure, donc Autisme et parentalité, elle est faite pour les parents de personnes avec autisme, mais elle est aussi faite pour les parents autistes. Donc voilà, ça peut être intéressant de la consulter. Donc les choses qui ressortent assez positives de la parentalité. Si on entend tout, non, on n'entend plus. Ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de pile. Définitivement. Devant, ça va pas te gêner. Vous m'entendez ? C'est bon. Du coup, donc, dans les choses quand même positives qui ressentent, c'est parfois des personnes qui peuvent
pas toujours dire si elles sont amoureuses, par exemple, dans une situation de couple, mais il y a beaucoup moins de doutes quand on leur demande si elles ont de l'amour pour leurs enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas amoureuses quand elles sont en couple, hein, mais en tout cas, dans la façon de ressentir les choses, la parentalité. Alors ça, c'est vrai pour les femmes et c'est vrai pour les hommes aussi, hein, voilà, de ce qui peut ressortir. C'est prendre plaisir aussi pour une personne avec autisme à éduquer et à enseigner, à partager certains savoirs, certains centres d'intérêt avec son enfant. Le fait aussi qu'on retrouve autant avec le partenaire ou la partenaire qu'avec les enfants, c'est le fait d'accepter les démonstrations tactiles et des démonstrations de tendresse. Et souvent, moi, quand je reçois des personnes avec autisme, elles peuvent me dire... voilà, la seule personne ou les seules personnes qui peuvent me toucher et où ça ne me dérange pas, c'est mes enfants, c'est mon conjoint, ma conjointe. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Le fait de pouvoir avoir du plaisir partagé avec les personnes, quand on sait que certaines situations sociales sont compliquées. Et donc, ça demande une organisation très routinière, mais qui peut aussi être très stimulante, voilà, de pouvoir être parent. Ce qui va être un petit peu plus difficile à gérer, ça va être tout ce qui va être envahissement de la sphère sensorielle. Parce que bien sûr, les enfants, ça fait du bruit hein, quand même, donc c'est pas toujours évident. Ça, voilà, c'est même, enfin, visuellement, dans tout ce qui touche la sphère sensorielle, le fait d'avoir des enfants à la maison, voilà, ça apporte quand même beaucoup de modifications. Ce qui va pouvoir aussi être un petit peu plus difficile si un ou plusieurs des enfants sont également autistes et selon le profil d'autisme des personnes dans la famille, puisqu'on sait que les personnes avec autisme, elles ont besoin de routine, elles ont besoin de structuration, elles ont besoin de pouvoir accéder à des temps aussi où elles peuvent comment dire, investir leur centre d'intérêt. Et donc là, quand à la maison, il faut des routines qui correspondent à chacun, etc. Selon les profils, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Et donc, ce qui peut être, j'ai mis négatif, mais ça peut être positif comme négatif, c'est que du coup, ça pousse aussi à acquérir un petit peu plus de souplesse et de garder un minimum de relations sociales quand il faut emmener les enfants à l'école, aller les chercher, les autres parents, etc. Non. C'est celle-là. Oui, mais c'est celle. En fait, il aurait mieux fallu. Donc, on vous a fait un petit topo en fait sur l'autisme bien spécifique au féminin. Et comme on vous a montré et qu'on vous a expliqué les spécificités, vous avez pu vous apercevoir qu'elles sont quand même vulnérables et notamment vulnérables à diverses violences. Alors quand on parle de violence, de quelle violence on parle ? C'est vrai qu'on entend souvent parler de violence physique ou de violence sexuelle, mais il n'y a pas que celle-ci en fait. Il y a les violences sociales, puisque quand on est une personne autiste ou une personne en situation de handicap, on est très souvent et trop souvent rejeté par la société, mis de côté dans la société. Quand on va traiter un sujet, en fait, on va oublier le handicap en général. Alors l'autisme, comme c'est un handicap qui est quand même invisible, parce que c'est pareil, dans les handicaps, il y a le handicap visible et le handicap invisible. Et l'autisme fait partie aussi de ces handicaps invisibles. Notamment, le handicap invisible représente 80% des personnes en situation de handicap. Voilà. On oublie ça, mais c'est quand même un chiffre qui est énorme. Et c'est vrai que dans la représentation des personnes de notre société, la personne en situation de handicap, c'est une personne qui est en fauteuil roulant. Souvent, ça s'arrête un peu à ça. Voilà. Donc, c'est aussi notre travail à tous de faire prendre conscience à la société que le handicap, il peut être visible et invisible. Donc, ce qui concerne les violences sociales, vous avez aussi, au niveau scolaire, vous savez, les enfants autistes, souvent, c'est la croix et la bannière pour qu'ils soient hospitalisés. Pourtant, ça fait partie des droits des enfants. Donc, ça passe par la MDPH. Il faut avoir une
une aide scolaire, vous connaissez le parcours. Ça aussi, ça fait partie des violences sociales. Est-ce que quelqu'un s'est déjà mis à la place de cet enfant qui est obligé de faire des pieds et des mains finalement, avec l'accompagnement de ses parents pour pouvoir accéder à l'école? C'est une violence qui est quand même énorme, notamment, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne comprend pas les choses. Alors on comprend des fois différemment parce que vous utilisez souvent un vocabulaire qui est implicite, c'est-à-dire que ça demande un petit peu une projection et une mentalisation de l'image que vous évoquez. Et il ne faut pas oublier qu'une personne autiste, elle ne peut pas se représenter ce qu'elle n'a pas vu, ou ce qu'elle n'a pas subi, ou ce qu'elle n'a pas vécu. Voilà. Et donc, ces enfants subissent dès leur jeune âge, en fait, une violence sociale qui aura des conséquences sur toute sa vie. Les violences psychologiques, eh bien, le fait d'être une personne autiste, du coup, avec un handicap invisible, fait que, par exemple, quand vous êtes au niveau de l'emploi, vos spécificités, comme elles ne se voient pas, et que du coup on intérioralise beaucoup pour essayer de faire un maximum pour être inclus dans la société, eh bien, les gens ne vont pas comprendre en fait nos petits comportements ou notre façon de faire ou notre façon d'être. Et du coup, on peut souvent se prendre dans la tête des remarques qui ne sont pas constructives dans l'estime de soi. Et puis, on parle des violences médicales. Pourquoi ? Pour deux manières. Puisqu'il y a les violences médicales en lien avec le diagnostic, puisque même si l'autisme, ça fait partie d'un handicap et que ce n'est pas une maladie, à l'heure d'aujourd'hui, il faut avoir un diagnostic médical pour prétendre à un diagnostic. Bon, cherchez un peu l'erreur quand même, voilà, mais c'est comme ça. Et puis, comme on vous l'a expliqué, les femmes autistes passent très souvent à travers les filets des diagnostics, pour ce qu'on vous a expliqué au tout départ. Et puis, il y a d'autres violences médicales pour les femmes, c'est les violences gynécologiques. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être une femme autiste, on est d'abord une femme. Donc voilà, on a des ovaires comme les autres femmes, un utérus comme les autres femmes. Et c'est problématique, c'est que très souvent, quand vous vous retrouvez face à une sage-femme ou un gynécologue, il y a un manque de formation sur l'autisme qui fait que elles ont une prise en charge qui n'est pas adaptée et qui ne prennent pas spécialement en compte ce que la personne peut signifier verbalement ou à travers son corps, notamment le fait que peut-être qu'il ne faut pas la toucher comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que quand on est handicapé, les gens ont tendance à penser à notre place. Voilà. Ce qui est bien pour nous ou pas. Et puis, le dernier point qui est catastrophique, c'est les violences sexuelles. Alors les violences sexuelles aussi bien en institution qu'à domicile. Il ne faut pas oublier non plus qu'à domicile, comme on le disait hier, il y a toute cette violence domestique qui est engendrée par, comme tout le monde le sait, l'indépendance économique. Voilà, c'est le premier terreau des violences conjugales. Et du coup, les violences sexuelles, ce n'est pas des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Tout le monde imagine que les violences sexuelles, c'est un agresseur qui va se trouver derrière un pont, dans l'ombre. Ce n'est pas ça, en fait. Les violences sexuelles, qui concernent notamment les personnes en situation de handicap, en général, c'est des personnes de l'entourage. Et pour revenir sur le sujet de l'autisme, eh bien, c'est exactement la même chose. D'autant plus qu'une personne autiste, elle a tendance à faire confiance trop rapidement. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, à pas être dans la méfiance, en fait, et puis d'être très manipulable. Voilà. Alors, on va vous faire écouter, un petit témoignage d'une femme qui est aussi autiste. Et vous allez comprendre un peu les choses.
Comment fais-tu pour apercevoir une forêt si elle est cachée par un arbre comme si une feuille rendait invisible le sous-bois? Moi, je n'y arrive pas. Mais s'il n'y avait que la forêt que je ne voyais pas, ça ne serait pas si problématique. Il y a tellement de détails qui m'entourent. Et les sous-entendus, comment arrives-tu à les inspecter? Les intentions de l'autre, ça aussi, comment les vois-tu? Ah oui, la théorie de l'esprit, c'est ça. Ah, chez moi, son fonctionnement ne se fait pas. Il y a tellement de données chez l'autre que je ne distingue pas dans les relations sociales. Par contre, je sens dans mon corps des trucs désagréables. Mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas d'où ça vient, ni comment le verbaliser. Du coup, je me sens piégée dans mes relations. Je me souviens quand j'étais enfant, les temps de récréation étaient synonymes de solitude. Personne ne jouait avec moi dans la cour de l'école. Mes jeux ne les intéressaient pas. Les camarades m'exilaient. Alors, j'acceptais n'importe quoi pour ne pas être heureuse et ne pas montrer ce que je ne comprenais pas. J'étais perdue par l'incompréhension qui m'entourait et cela accentuait mes lacunes sociales déjà bien abordées. J'étais triste d'être instrumentalisée, mais rassurée de ne pas me savoir invisible. Et puis, l'imitation était mon œuvre. J'avais trouvé ce truc où, en me servant de ce que j'observais, je pouvais ainsi être en contact avec les autres de manière assez appropriée, même si quelquefois mes réactions étaient inadaptées. Je me souviens de ce film où je voyais une femme courbée, les épaules légèrement relevées, les sourcils tristes, mais souriante dans la relation avec son interlocuteur. Cela me paraissait bien étrange comme langage corporel, et ça devait sûrement être comme ça. Triste et paraître content. Lorsque je me retrouve face à une situation ressemblante, je lève l'extrémité de mes lèvres comme pour imiter le personnage du film. Cette technique du sourire m'accompagne encore beaucoup. Dans ma famille, la sexualité était taboue. Je n'en avais jamais entendu parler. Si, je n'ai pas compris que tous les adultes n'étaient pas que des gentils. Car depuis toujours, il m'était rabâché que l'adulte était là pour aider les enfants et en prendre soin. Était là pour aider les enfants et en prendre soin. Pourquoi ne pas m'écouter lorsque j'avais mal au ventre et qu'il m'était répondu que ce n'était pas vrai, que du cinéma? Pourquoi m'obliger à porter ce vêtement qui me faisait mal à la peau? Pourquoi n'ont-ils pas respecté mes choix lorsque je voulais une pomme de terre entière et non écrasée dans mon assiette? Ces petits choix n'impactent pourtant en rien notre existence, mais seulement la mienne. Ces petits choix qui m'auraient appris à me respecter, à respecter mon corps et ce qui lui fait du bien, et non le conditionner comme si la douleur n'était rien. Et puis, comment savoir dire non quand il n'est pas pris en compte? Alors, je finissais par lâcher un oui quand je voulais dire non. Dans ma jeunesse, certains ont profité de tout ça pour répondre à leur envie de jouer. Ils m'ont dit que je ne devais jamais raconter pour protéger notre secret. Et j'ai écouté tous leurs mots au pied de la lettre. Je n'ai rien dit. J'ai répondu à leur autorité d'adulte pendant plusieurs années, car j'étais conditionnée à répondre aux attentes de l'autre. Cette phrase, les adultes prennent soin des enfants. Finalement, comme quand j'avais mal à mon corps et que l'on me répondait, quelle comédienne. Je ne voyais pas où était le mal de ces hommes,
Même si je ne voulais pas qu'il me touche, il me considérait comme à peu près normal, puisqu'il me disait s'amuser avec moi. Ils ne me rejetaient pas, eux. Ils venaient me chercher pour jouer. Les douleurs que je ressentais et ces déchirements corporels me donnaient accès à des sensations certes insupportables, mais me permettaient de sentir ce que je ne voyais pas. Plus de 27 ans après, je me suis retrouvée face à un de ces hommes. Cet homme dont j'avais gardé en mémoire le fait qu'il jouait avec moi sans me souvenir du contenu du jeu. Quand j'ai croisé son regard, des sensations corporelles ont explosé de douleur à l'intérieur. Cet élément déclencheur a provoqué un tsunami sensoriel. À ces instants, j'ai voulu mettre un terme à tout ça et me donner la mort. Partir de ce monde qui m'avait trompé dans ce qui était normal et ce qui n'était pas. Je pensais que mes parents savaient ce qu'il y avait dans ma tête. Je ne comprenais pas ce que l'autre avait le droit de faire ou pas. Je ne savais pas verbaliser ce que je ressentais dans mon corps. Moi qui m'attache aux mots énoncés par les auteurs. Un suicide raté m'a finalement connecté avec un mot, celui de victime. Victime de viol. Je me bats tous les jours pour tolérer l'horreur que j'ai vécue. Je combats ces souvenirs à chaque respiration. Je me sens tellement seule face à ces souvenirs corporels insupportables, face à ces images où chaque détail me donne ce sentiment d'avoir été abusée un millier de fois. Le soutien de ma famille, de mes quelques amis et de mes thérapeutes est important. Il me permet de m'accrocher à la vie pour espérer la vie un jour. Cette femme autiste violée que je suis ne sera jamais reconnue victime par la loi. Un délai de prescription m'interdit de mettre un nom sur mes agresseurs si je ne veux pas être poursuivie pour diffamation. Toutes ces années, je n'ai fait qu'écouter la résonance de mon dictionnaire des mots. Pas raconter. Garder le silence. Jusqu'à oublier ce qui s'était passé. Il m'a fallu mettre ma vie en péril pour retrouver la mémoire amnésique. J'ai compris que ce n'était pas avec moi qu'il avait joué, mais avec mon corps, avec ma douleur, avec ma vulnérabilité. Une personne qui avait pris le temps de me laisser des traces indélébiles de son passage dans ma vie. Un mot et un mot. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Apprenez-leur à respecter leurs choix. Apprenez-leur que l'adulte n'est pas toujours un gentil. Apprenez-leur que le non n'est pas interdit, mais autorise le oui pour soi. Et dites-leur que vous les aimez. C'est important. Donnez-leur tous les outils nécessaires pour compenser leur vulnérabilité face à un agresseur potentiel. Pour aujourd'hui et pour demain. Même adulte, l'entourage peut profiter de notre perception de l'arbre qui cache la forêt et de l'enjeu des relations sociales que nous ne comprenons pas pour nous manipuler. N'oubliez pas, un mot est un mot, et nous le garderons en mémoire toute notre vie, quel qu'il soit.
Donc on retrouve dans ce témoignage en fait beaucoup d'éléments qu'on vous a parlé auparavant. Il ne faut pas oublier que cette personne-là, elle parle. Mais en fait, il y en a d'autres qui ne parlent pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, parce que c'est au-delà de leur force de pouvoir raconter ce qui s'est passé. Et puis il y en a d'autres qui sont non-verbales. Et ces personnes non-verbales, on n'écoute pas, on les écoute pas en fait. C'est-à-dire que quand je dis on les écoute pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas attentif à l'expression de leur corps. Et quand ces personnes-là expriment quelque chose, sauf que très souvent, les personnes en face ne comprennent pas, ou alors font mine de ne pas comprendre, j'en sais rien. Et du coup, ces personnes non verbaux se retrouvent un petit peu abandonnées par notre humanité, puisqu'elles expriment bien tant que mal ce qui leur est arrivé, sachant que c'est les proies idéales des agresseurs, puisqu'elles ne parlent pas. Donc voilà. Et du coup, c'est les proies idéales. Alors là, on va faire une petite liste en fait des pourquoi elles sont vraiment vulnérables aux violences sexuelles, bien plus que les autres. Il y a le non-verbal. Ou alors, même si elles expriment quelque chose, soit elle va l'exprimer d'une manière un petit peu inadaptée, c'est-à-dire qu'elle peut raconter qu'elle a été victime de viol avec le sourire, parce qu'une personne autiste, elle est souvent en décalage entre ce qu'elle a vécu et l'émotion qu'elle va mettre dedans. Il y a ce déficit de communication sociale. Alors quand on parle de déficit de communication sociale, en fait c'est ce manque de relation avec autrui, et du coup les personnes autistes ont tendance à se focaliser sur une ou deux personnes, et du coup si elles tombent sur une personne qui est mal intentionnée, elle n'aura pas elle n'aura pas le réflexe d'en parler à quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, pour elle, c'est personne de confiance. Il y a la déficience mentale aussi qui peut s'ajouter, qui est aussi un facteur de vulnérabilité, mais ça n'empêche pas qu'une personne sans déficience intellectuelle n'est pas victime aux violences sexuelles. Il y a leur faible crédibilité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que comme c'est une personne handicapée, on ne croit pas toujours les personnes handicapées. En fait, on va leur dire oui, en fait, tu aimerais bien que, ou tu demandes de l'attention, voilà, tout ça. Il y a le manque de pouvoir décisionnel et le contrôle sur leur vie. On peut bien s'apercevoir qu'aujourd'hui, nombreuses personnes en situation de handicap sont sous curatelle ou sous tutelle, et du coup elles ne contrôlent pas leur vie en fait. Il y a d'autres personnes qui la contrôlent pour elles, et notamment ces personnes qui se retrouvent aussi en institution. C'est-à-dire que elles voudraient bien, je sais pas moi, elles voudraient bien quelque chose, mais il y a le cadre institutionnel qui fait que c'est pas possible. Et puis le pouvoir décisionnel, c'est comme j'expliquais hier, quand on a un handicap de naissance, on a une construction qui est un peu différente que quand on n'a pas de handicap de naissance. Et du coup, les parents ou l'entourage a tendance à faire à notre place au lieu de nous accompagner dans ce qu'on doit faire, voilà, ou ce qu'on peut faire. Et puis, à l'entraînement, à la soumission et à l'obéissance, on s'aperçoit qu'un enfant autiste, par exemple, on va très souvent, sans s'en rendre compte, mais vouloir qu'il obéisse au doigt et à l'œil. Voilà. C'est-à-dire que s'il fait un petit écart, on va vite lui donner un traitement pour pas qu'il fasse un écart. Et il ne faut pas oublier qu'une personne autiste, si elle a un comportement inadapté, c'est que l'environnement, il se passe quelque chose dans l'environnement. Ça peut être un bruit qui dérange, ça peut être une lumière qui agresse, ça peut être une personne qui est un peu trop proche, ça peut être n'importe quoi.
Mais avant de vouloir camoufler le comportement qui pose problème, enfin qui vous pose problème en fait, peut-être de se poser la question pourquoi il y a ce comportement. Cette difficulté à reconnaître les dangers, c'est-à-dire qu'on voit souvent des enfants qui c'est des vrais casse-cous en fait, des enfants autistes qui grimpent de partout, qui voient pas le danger. La difficulté à discerner les gestes qui peuvent être appropriés ou non, c'est-à-dire que savoir si quand c'est le moment de la toilette, une personne va vous toucher pour vous accompagner dans la toilette, et puis il faut apprendre à cet enfant que si cette même personne elle lui demande d'aller derrière l'église, par exemple, eh bien en fait c'est pas normal. Ou par exemple un médecin qui va l'examiner pendant une consultation, qui va lui demander de se déshabiller, c'est normal. Mais le même médecin qui va lui demander de se déshabiller dans un coin ou quelque part, qui n'a rien à voir avec une consultation, c'est pas normal. Pour vous c'est une évidence, pour nous ça l'est beaucoup moins en fait. Voilà. Et puis cette méconnaissance des droits. Alors quand je parle des droits, bien sûr il y a les droits fondamentaux, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a le droit de nous faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de nous faire. Voilà. Et puis cette manque de connaissances et d'éducation à la sexualité, puisque dans la tête des gens, une personne autiste ou une personne en situation de handicap, pour elle, la sexualité c'est pas primordial, il y a d'autres problèmes. Et sauf que l'éducation à la sexualité, ça passe aussi d'abord, on parle beaucoup de consentement, mais le consentement, c'est pas que lié à la sexualité. Le consentement, c'est lié à tous les actes de la vie de tous les jours. Et c'est ça. Et puis une personne autiste, elle a aussi cette difficulté à savoir ce qui fait partie de l'intime ou pas. Et nous, en tant que personne autiste, on a cette difficulté à mettre la limite pour pas vous envahir en fait et pour pas vous étouffer. Et si vous nous aidez pas à mettre cette limite, en fait, nous on sait pas où elle est. Mais ce qui montre aussi que ça peut être hyper dangereux parce qu'une personne, on peut parler facilement de nos difficultés, de notre problème, et cette personne peut s'en servir contre nous en fait. Voilà. Vas-y. J'ai déjà dit ça. Voilà. Et puis le manque d'estime de soi, on vous a. Voilà. Il y a aussi une chose. Attends, c'est où? Là, c'est celui-ci. Ouais, mais c'est pas le. Ça, c'est à la fin, en fait. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est les conséquences de ces violences. De toutes ces violences, en fait. Alors, quand c'est un viol, c'est encore au-dessus. Mais même, en fait, une personne autiste ou une personne en situation de handicap, en fait, volontairement, je fais le parallèle des deux, parce que finalement, une personne en situation de handicap, elle vit aussi des traumatismes, des multitraumatismes anodins pour vous, par rapport à une violence sociale, par rapport à une violence médicale, par rapport à une violence psychologique, n'importe laquelle violence. Et du coup, ce cumul de petits traumatismes, en fait, va faire à un moment donné que ça va être un gros traumatisme. Et que une personne autiste a aussi cette double peine. Elle fonctionne en images. C'est-à-dire qu'elle fonctionne en images et en plus, elle fonctionne en détail. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous fonctionnez en globalité. C'est-à-dire que quand vous voyez une scène, vous voyez la scène globale et après, vous allez à l'intérieur de la scène pour connaître les détails. Et qu'une personne autiste, elle fonctionne à l'envers. Donc, elle va d'abord voir les détails et c'est la succession de ces détails, ça fait comme un puzzle, elle va les enclencher les uns dans les autres et en fait, elle va se retrouver face à une situation globale et en fait, il lui faut tous les petits détails pour comprendre la situation globale. Voilà. Quand vous êtes victime de viol et que vous êtes autiste et que vous avez un fonctionnement en images, chaque
image est un viol. Chaque image est un ressenti, une émotion, une douleur que vous avez ressentie quand vous avez été victime de viol. Et ces conséquences-là fait qu'on se retrouve en fait dans un cercle vicieux, puisque ces personnes autistes, de par leur fonctionnement autistique, vont accentuer leur traumatisme, puisque comme on vous a expliqué tout à l'heure, il y a toute cette dimension de hypersensorialité. Et puis, du coup, ça va aggraver les comportements autistiques, puisque quand on est autiste, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais quand vous êtes en situation de handicap, en fait, toutes les conséquences de vos comportements, en fait, on ne cherche pas la cause. On va dire que c'est à cause du handicap. Et du coup, ça augmente les comportements autistiques. Et du coup, ça intensifie sa vulnérabilité. Et en fait, c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire que la vulnérabilité va accentuer le fonctionnement autistique, qui va accentuer tout son traumatisme, qui va accentuer le comportement autistique. Et en fait, c'est sans fin. En plus, il ne faut pas oublier qu'une personne lambda qui a été victime de viol aura toutes les chances d'être de nouvelles fois victime de viol, pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais plus que ça. Et du coup, une femme autiste victime de viol, si on n'est pas attentif à ce comportement non verbal, fait que en fait, toute sa vie, elle sera victime d'agression, quelle qu'elle soit en fait. Pas que sexuelle, mais une agression n'importe laquelle en fait. Du coup, parce qu'elle connaîtra que ça. Et du coup, elle pense qu'en fait... c'est comme ça qu'on est, quoi. C'est qu'en fait, on est une victime. Non, en fait, on peut sortir de ça. On peut sortir de ça de différentes manières. Chacun a son temps, parce que voilà, tout le monde ne met pas le même temps. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a l'amnésie traumatique qui existe. L'amnésie traumatique, alors on en parle. Enfin, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est en fait le cerveau qui se protège et qui met dans une case, dans un tiroir, un élément, comme si en fait il l'oubliait. Et sauf que la mémoire du corps, elle n'oublie rien du tout. Et quand ça se réveille, ça fait mal. Ça fait mal et en fait on revit à l'identique la situation qu'on se retrouvait quand on a été victime de viol. Donc c'est facile quand on parle et qu'on peut dire oui, en fait c'est ancien. Mais quand vous êtes non-verbal et que vous arrivez à 40 ans et que en fait vous faites une crise pas en lien avec l'autisme, mais en fait vous exprimez vos traumatismes. Personne ne va chercher finalement d'où vient ce changement de comportement, ces crises, de vouloir se faire mal, de se mettre en danger, d'être agressif. Personne va essayer de réfléchir d'où ça sort, d'où ça vient, pourquoi maintenant. Peut-être que c'est aussi une amnésie traumatique. Ça ne touche pas que les personnes sans handicap, en fait, l'amnésie traumatique. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien différencier ce qui relève du fonctionnement autistique et les symptômes post-traumatiques. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement, en fait, est un peu différent. Je vais vous donner un exemple que moi je vis tout le temps, c'est quand je suis dans une gare. Quand on est dans une gare, il y a plein de gens. Les gens, ils sont tous pressés et en fait, ils se déplacent n'importe comment. Il n'y a personne qui est aligné. Et du coup, moi j'ai l'impression que c'est un champ de mine de petites fourmis et qui se déplacent tout ça. Et en fait, ça me fait peur. Et ça, c'est en lien avec l'autisme. Et par rapport à mes traumatismes, parce que moi, j'ai été victime de viol plusieurs fois. Par rapport à mes traumatismes, quand je me retrouve dans une gare, comme mon fonctionnement fait que je fonctionne en détail, en fait, je suis à l'affût, pas du détail pour comprendre qu'on est dans une gare, puisque ça a été fait un peu avant,
mais d'être sûr qu'en fait, je ne vais pas me retrouver avec un des agresseurs, un détail qui va me rappeler les agresseurs. Du coup, vous pouvez imaginer que quand je me retrouve dans une gare, c'est très, très, très compliqué pour moi. Et j'ai appris, avec l'aide de soins de thérapie comportementale et cognitive, à essayer de pallier ça. Alors ça fonctionne plus ou moins bien, mais il ne faut pas être trop envahi non plus par les stimuli. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'une personne autiste, son cerveau n'est pas câblé pour trier les informations. C'est-à-dire que tous les stimuli vont arriver en même temps. Et du coup, ça demande une énergie de dingue pour trier l'information. Vous voyez, par exemple, dans cette pièce, vous entendez que ma voix, quoi. Mais en fait, il y a plein d'autres bruits qui sont dans cette pièce. Et du coup, moi, je suis obligée ça me prend beaucoup d'énergie pour pas entendre la soufflerie ou pour pas entendre les gens qui marchent là-bas ou le carton qui frottait tout à l'heure. C'est tout des petites choses qui font que, voilà, effectivement, quand on est autiste, on a plusieurs doubles peines. Voilà. Et une chose qu'on a oubliée, je ne sais pas si on a oublié ou ça fait partie des PowerPoint, là, mais une personne qui est victime d'agression sexuelle, quand elle se retrouve devant la police ou la gendarmerie, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir porter plainte. Déjà, pour pouvoir porter plainte, il faut avoir conscience qu'on a été victime d'agression sexuelle. Après, il faut pouvoir trouver un des personnes qui croit. Parce qu'on se rend bien compte que dans notre société, d'ailleurs, vous avez pu voir, ça fait à peu près 2 ans avec le mouvement MeToo, que c'est pas si simple de croire une victime, en fait. Voilà, on est toujours après à trouver une excuse. Elle avait mis une jupe trop courte, ou alors elle l'a cherché un petit peu, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand vous allez à la gendarmerie, alors il y a des formations qui sont faites davantage, mais c'est encore pas ça. C'est encore pas ça. Vous avez pu voir à Montpellier il n'y a pas très longtemps, où en fait on lui a demandé si elle n'était pas contente d'avoir été violée, quoi. Voilà. Et tout ça pour vous dire que quand vous êtes une personne en situation de handicap avec un trouble de communication, c'est quasi impossible de porter plainte. Ça, les agresseurs le savent. Vous savez, un agresseur, il s'attaque qu'aux personnes qui sait. En fait, il exploite la vulnérabilité. Voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que une fois qu'on est victime de viol, c'est très dur. C'est très dur, la vie est très dure en fait. Malgré les apparences de ce que vous pouvez entendre, pas des personnes en situation de handicap, mais des personnes, Andrea Bescon ou Sarah Bitbol ou l'affaire Kouchner ou ce que vous voulez, on a l'impression que tout va bien chez elles. En fait, c'est des façades. C'est des façades. Il y a des périodes où on va très très bien, on fait en sorte d'aller très bien, puis il y a des périodes c'est un peu plus compliqué. Du coup, on est toujours, on peut pas se dire tiens dans 6 mois je pourrais faire ça, parce que peut-être que dans 6 mois on aura croisé un truc qui va nous replonger un petit peu. Voilà, c'est pour ça que l'essentiel c'est de se protéger. Et du coup, notre rôle aujourd'hui à tous, vous qui êtes là et ailleurs, c'est se protéger. Protéger et puis sans surprotéger. Parce que si vous surprotégez les gens, en fait, vous en faites quoi le jour où elle se retrouve toute seule, en fait, elle se fait attaquer, quoi. Et pour se protéger, il y a différentes choses qu'on peut faire. C'est la notion de consentement. Et la notion de consentement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que relié à la sexualité. C'est dans les actes de tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent en institution ici, mais c'est de donner le choix, malgré le cadre institutionnel, c'est donner le choix le plus possible à la personne. Le choix où elle a envie de s'asseoir, le choix où elle a envie
je sais pas moi, de quel vêtement elle a envie de porter. Enfin, lui donner le choix, même si vous avez une panière à pain et que il faut pas toucher ou je sais pas quoi, et voilà, c'est elle qui choisit lequel pain qu'elle veut, lequel verre elle veut prendre. Enfin, des choses, même si c'est des choses identiques, en fait, c'est pour aussi apprendre à choisir. Si tout le monde choisit à notre place, comment voulez-vous qu'on puisse choisir, en fait? Et puis, il y a la connaissance de son corps, puisque la connaissance de son corps, quand on est en situation de handicap, la relation au corps est compliquée, puisque la plupart du temps, c'est les autres qui s'occupent de notre corps. Voilà. L'éducation à la sexualité, elle doit être le plus tôt possible, et pas attendre qu'il y ait un événement qui s'est passé dans l'institution, ou un événement qui s'est passé à l'école, ou un événement qui s'est passé je ne sais où, pour commencer à faire de l'éducation à la sexualité. Il y a cette notion d'intimidation. Alors l'intimidation, c'est ce qu'on peut retrouver souvent dans les écoles. C'est que les petits camarades, quand ils font du harcèlement scolaire, ils harcèlent pas n'importe quel camarade. Ils harcèlent bien la personne la plus vulnérable. Et voilà, il y a la notion de choix que je vous ai expliqué. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est apprendre les limites de son intimité. Voilà. Et ça, c'est quand même primordial. Un exemple tout bête, mais quand vous rentrez dans la chambre de l'enfant, il est peut-être petit, il a peut-être 3-4 ans, ça vous coûte rien de toquer à la porte et de dire « je peux rentrer ?» Voilà. Et puis, quand il y a beaucoup de parents qui sont épuisés par leur enfant, c'est pas de leur faute, hein. C'est le fonctionnement politique actuel, hein. Enfin, pas que aujourd'hui, hein, puisque ça date depuis 30-40 ans. Quand vous avez de la famille qui est là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez essayer de déléguer, voilà, aux grands-parents, à l'oncle, à la tante. Tiens, tu veux pas aller l'essuyer parce que là, voilà, je fais je sais pas quoi, puis ça me soulage un petit peu. Et faut pas oublier que l'inceste, ça existe aussi sur les enfants en situation de handicap, et notamment les enfants non-verbaux. Voilà. Et puis, il y a cette autorité d'adulte selon mission et contexte. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux médecins. En fait, il faut apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez les schémas où en fait vous avez la bulle principale, l'intérieur qui est la personne elle-même, et puis après vous pouvez faire des ronds et puis mettre un petit peu des gens, et plus les gens s'écartent, plus en fait l'intimité c'est pas la même, la relation c'est pas la même. Voilà, les cercles sociaux, tout à fait. Ça c'est important aussi, et puis c'est aussi selon le contexte. Parce que mamie, papy sont bien gentils. Voilà, ils ont le droit de me faire des bisous, tout ça, machin. Mais des papys incestueux, ça existe. Voilà. En fait, il faut... on n'est pas là pour vous faire peur, hein, mais il faut toujours être vigilant. Parce qu'on n'est jamais assez vigilant, en fait. Et une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. Voilà. Et puis, en fait, tous ces éléments pour se protéger permet à la personne en fait de gagner un petit peu d'estime d'elle-même, puisque elle va être dans un pouvoir de décision, elle va pouvoir choisir, elle va connaître un petit peu mieux son corps, elle va finalement savoir qu'est-ce que c'est la pilule, qu'est-ce que c'est l'apparition de la puberté, parce que c'est pareil la puberté. On l'explique ça pas trop quand même. Voilà, en tant que parent, on a tendance c'est un peu sujet tabou quoi, parce que notre enfant finalement c'est plus un bébé. Il passe de l'autre côté, mais en fait, on a du mal à dire que c'est plus un bébé. Voilà. Et du coup, toutes ces choses-là font que du coup, on va gagner en affirmation de soi et on va se respecter davantage. Mais il y a d'autres choses parallèles aussi qui existent. Il y a le sport. Alors, le sport, moi, je prône beaucoup le sport parce que le sport, pour moi, c'est lui qui m'a permis de m'inclure dans la société. C'est pour ça que je vous vends le sport, en fait. Mais le sport aussi, il a beaucoup de valeur, voilà, d'être ensemble, d'apprendre les règles de vie, les règles de société. Puisque quand on fait une activité, je sais pas, moi, on joue au ballon, on va apprendre que le ballon, on le fout pas dans la tête du voisin, quoi. Enfin, voilà. Et puis l'autonomie, puisque l'autonomie, c'est nous qui choisissons comment on va déplacer notre corps.
des choses comme ça. Et il y a puis il y a aussi un point très important, c'est qu'en tant qu'accompagnant ou en tant que famille ou en tant que citoyen, finalement, tout simplement, si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose et si vous savez quelque chose, en fait, vous avez le devoir de vous comporter en citoyen et pas oui, mais j'ai dit à ma hiérarchie, j'ai fait une fiche d'information préoccupante ou j'ai fait je ne sais quoi. En fait, c'est de votre responsabilité de citoyen d'aller à la gendarmerie et de dire ce que vous savez, puisque le viol est considéré comme un crime. Il est défini par un article du Code pénal, le 222-23. Et si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien, si vous protégez, en fait, en ne parlant pas, vous protégez l'agresseur et vous faites en sorte que les victimes soient encore plus victimes. Et du coup, quand tout à l'heure, à la fin de la vidéo, c'était écrit la prévention, je sais plus quoi, c'est quoi ? La prévention, c'est l'affaire de tous. C'est ça, en fait, la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est pas que l'affaire des parents, c'est pas que l'affaire des professionnels de l'établissement. C'est l'affaire vraiment de tous. Et on a tous un rôle à jouer pour diminuer, parce que éradiquer la pédocriminalité ou les violences sexuelles, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on sait que voilà. Mais c'est important. Et puis c'est aussi parce que voilà, il y a des agresseurs qui ne savent pas qu'ils agressent une personne. Et une femme autiste peut aussi agresser sexuellement quelqu'un. Enfin, je veux dire, et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle les agresse pas aussi. Voilà, enfin, on va pas. Eh bien, c'est aussi voilà, apprendre que bah ouais, on a des comportements qui peuvent être agressifs. Et comme je vous disais aussi, une personne qui est victime, en fait, elle a 3 solutions. C'est-à-dire que soit elle reste dans son petit cercle vicieux, où en fait elle sera victime tout le temps, mais pour tout. Voilà. Et puis de temps en temps, elle agressera parce que finalement c'est le seul modèle qu'elle a connu, puisque c'est le seul échange qu'elle peut avoir. Ou alors, ça sera une personne qui va devenir agresseuse ou agresseur à son tour. Donc elle va faire subir en fait ce qu'on lui a fait subir. Ou alors c'est une personne qui va prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas, que du coup et qu'elle va se faire soigner pour ça, quoi. Voilà. Mais c'est toujours pareil. On le voit aujourd'hui, la problématique des diagnostics chez les femmes, c'est compliqué, mais la problématique du diagnostic chez l'adulte, c'est compliqué. Même du diagnostic chez les enfants, puisqu'on voit bien que dans les CRA, il y a un retard phénoménal. Et puis, il y a aussi un retard dans la prise en compte des conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. Donc, ce qui fait que quand vous êtes autiste et quand vous avez des comportements en lien avec les conséquences psychotraumatiques, eh bien, c'est quand même très, très compliqué de trouver un lieu pour vous soigner pour ça. Voilà. Voilà. Et puis, donc, pour finir, il existe en fait une boîte à outils que vous pouvez retrouver sur le site de l'association. Voilà. Vous allez sur la page accueil et en fait vous allez trouver le site, la boîte à outils. Donc vous cliquez dedans, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Donc en fait c'est toutes des choses qui ont été faites soit par notre association, soit en lien avec nos différents partenaires. Alors il faut savoir que l'association est partenaire avec le planning familial, mais pas que, avec la mission interministérielle de la lutte des violences faites aux femmes et de la traite des humains, avec le secrétariat enfance et famille, avec le ministère égalité hommes-femmes, discrimination, tout ça, et le ministère des sports. Et du coup, vous pouvez retrouver tout ça là-dedans. Aussi, vous avez les fiches HandiConnect, parce que voilà, on travaille aussi avec HandiConnect. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les HandiConnect. HandiConnect, c'est une plateforme qui est destinée aux professionnels
pour tout ce qui concerne des professionnels qui pourraient rencontrer des personnes en situation de handicap. Alors, il y a différentes fiches qui existent en fonction du handicap. Alors, nous, on a travaillé sur les fiches gynécologiques, sur la prise en compte du handicap dans la gynécologie, des fiches sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Là, on va sortir une fiche sur les violences faites aux enfants en situation de handicap. Et en fait, vous pouvez retrouver beaucoup voilà, sur le polyhandicapé, sur tous les handicaps. Donc, c'est un site c'est une plateforme qui est vraiment super. Et en plus, c'est téléchargeable à volonté, c'est gratuit. Voilà. Donc, après, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et puis, il y a aussi une charte qui est, une circulaire, c'est pas une charte, une circulaire qui a été, parce que, moi je suis au comité interministériel du handicap et je suis membre aussi du Grenelle des violences conjugales, du groupe national handicap, où on a rédigé en fait une circulaire. Alors bien sûr que c'était basé à l'origine sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes, mais on est allé un peu plus loin et on a créé une circulaire pour responsabiliser en fait les directeurs d'établissement, puisque on va pas se cacher, il n'y a pas de secret de polichinelle, tout le monde sait qu'il y a des violences sexuelles qui se passent dans les institutions, mais tout le monde ferme les yeux, notamment les directeurs. Voilà, c'est pas nouveau, c'est pas depuis aujourd'hui, ça a toujours existé, et que du coup, il va falloir peut-être qu'ils apprennent à comprendre que c'est de leur responsabilité et qu'en fait, pénalement, ils sont répréhensibles, quoi. Et du coup, une chose qui a été faite cette année, donc aussi dans le cadre de ce Grenelle, c'est un module auto-formatif, donc qui a été conçu par notre association, l'AFA, l'association Mémoire traumatique et victimologie, et l'équipe Skillbar, qui eux, c'est des spécialistes du montage de modules auto-formatifs. Et du coup, ce module, il est accessible gratuitement, soit sur notre site, soit sur le site Mémoire traumatique et victimologie ou sur le site du gouvernement, qui vous permet en fait de vous sensibiliser un petit peu plus sur la chose, et puis surtout de vous faire prendre conscience que quand il y a un changement de comportement, peut-être que la petite ampoule agression sexuelle serait bien qu'elle s'allume un petit peu, parce que ça peut être aussi une hypothèse, et que c'est pas juste l'hypothèse du clou qui dépasse du fauteuil, ou alors du bruit qui est là, qui a passé, et que il y a différentes hypothèses possibles, dont celle-ci. Et puis vous retrouverez aussi toute la liste des numéros qui peuvent être utiles. Ça, c'est très important. Le 3919, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi un numéro spécifique aux femmes en situation de handicap. C'est l'association FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et il existe aussi, alors, pour les personnes autistes, un chat que vous retrouvez sur notre site. En fait, c'est des professionnels qui sont formés à l'écoute par l'écrit et qui ont été sensibilisés à l'autisme. Et le fait de passer par notre site, en fait, ça leur met une petite alerte que c'est des personnes soit en situation de handicap, soit avec des troubles autistiques. Et du coup, ça leur permet d'avoir une approche un peu différente. Et même si elles comprennent aussi que peut-être que se dire que c'est toutes des femmes autistes qui nous contactent, ou des hommes autistes, et puis parce qu'on s'aperçoit que quand on sait faire pour les plus fragiles ou les plus vulnérables, sur quel que soit le sujet, en fait, ça répond aux demandes de tout le monde. Voilà. C'est bon, je pense. Je pense que j'espère que vous avez des questions, parce qu'on n'est pas là que pour parler, même si on a beaucoup parlé. Parce que ce qui est le plus enrichissant, quand même, c'est les échanges. Et on espère que vous avez des questions. Alors du coup, j'ai le micro. Merci beaucoup pour votre intervention, vos interventions. Quelqu'un a une question ? Oui, vous. J'arrive. Bonjour, merci infiniment pour votre intervention, très, très riche. J'ai une question toute simple.
Moi, il se trouve, je suis parent. Et face à l'établissement médico-social, lorsqu'il y a une suspicion de maltraitance, quel est le chemin le plus direct? Alors, j'entendais tout à l'heure que vous disiez aller porter plainte directement, sans passer par la case direction. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que justement, comment agir voilà, quand on pense qu'il y a une suspicion de maltraitance et voilà, et qu'on ne sait pas comment et qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu? Alors, il faut savoir que face aux institutions, et ça date pas d'aujourd'hui, puisqu'on le retrouve dans le rapport du Sénat de 2002. Les parents qui vont soupçonner ou qui savent, qui ont vu, qui ont des preuves de ce qui se passe dans l'institution, en fait, c'est des parents otages. Les parents otages, parce que s'ils vont dire quelque chose, on va leur dire, écoutez, vous êtes bien marrant, mais nous, vous avez qu'à récupérer votre gamin, vous voulez nous embêter, nous aussi, on va vous embêter. Ou alors, on va faire en sorte on va essayer de vous manipuler pour essayer de dire non, mais en fait, c'est votre interprétation, c'est pas comme ça que ça se passe, de toute façon, vous n'êtes pas là, voilà, vous imaginez, mais en fait, c'est pas ça. Mais il faut... Je vais vous raconter une histoire... qui est énorme, en fait, c'est le cas d'école. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est dans le département de l'Isère, où il y a 11 enfants qui ont été victimes de viol, de sodomisation, d'ailleurs, les garçons, par 3 éducateurs. Et les parents donc, ont porté plainte. Ils étaient 11 quand même. 11 enfants, c'est pas 1, c'est pas 2. Il y en avait 11. Dans le lot, il y en a qui sont verbaux, il y en a qui étaient plus ou moins verbaux, et d'autres qui étaient non-verbaux. Les parents ont porté plainte, ils se sont retrouvés avec l'aide sociale à l'enfance sur le dos, parce que l'établissement a dit quoi? A dit ah oui, vous voulez priver les enfants de l'école? Faut pas exagérer, ils ont 3 heures d'école dans la semaine, hein, c'est pas voilà. Et du coup, ils ont eu ces parents ont dû faire des demandes à l'éducation au CNED. Pour pallier justement au fait qu'on ne les ennuie pas avec l'aide sociale à l'enfance. En fait, il y a quand même une inversion des rôles, c'est que il y a des parents qui font tout pour que ça se passe au mieux possible dans ces établissements, et le fonctionnement institutionnel et notamment les directeurs vont mettre la pression à ces parents, et c'est pour ça qu'on appelle les enfants otages et les parents otages. En fait, les parents se retrouvent des otages de ça. C'est terrible. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des associations spécifiques. Donc il y en a une qui est très très bien, c'est Innocence en danger. Elles répondent à tous les critères, notamment de ce qui concerne les violences institutionnelles ou les violences sexuelles. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est est-ce qu'il faut mieux se taire, laisser continuer faire, ou alors c'est ça aussi, après il faut pouvoir se regarder dans la glace et dire je préfère rien dire parce que sinon on va m'ennuyer, on va faire ci, mais en attendant il y a des enfants qui sont victimes de violences et on laisse faire. Après après il faut savoir que la loi vous dit d'aller porter plainte. Voilà. Mais bon, la loi, tout le monde en fait ce qu'il en veut, hein. Mais c'est ça. Mais moi j'ai pas de conseils à vous donner, madame. La seule chose, c'est que il faut savoir qui on veut protéger, si on veut protéger les enfants, si on veut protéger l'institution. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Ce que peut-être je vous conseillerais quand même aussi de faire, c'est d'écrire à l'ARS, parce que l'ARS reste quand même l'agence régionale de santé. Il faut savoir que c'est elle qui finance les établissements médico-sociaux, hein, donc l'argent de la sécurité sociale arrive, c'est redistribué. Selon les ARS, ça prend pas toujours, hein, mais je pense que c'est important de signaler quand même à l'ARS que voilà, dans l'établissement, il y a des suspicions. Généralement, ils essayent quand même de vous recevoir, hein. Donc ça aussi, ça peut être
ça peut être un appui quand même. En plus, à l'ARS, vous pouvez faire un signalement de manière anonyme. Voilà, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Personne n'est obligé de donner son nom. Et du coup, ils vont aller regarder ce qui se passe un peu plus près. Bon, après, on sait, les visites inopinées dans les établissements, on va toujours trouver des excuses. Mais non, il faut prendre rendez-vous et que, voilà, on le sait tous. Mais bon, quand ils auront 1, 2, 3, 4, c'est qu'il y a un truc quand même qui déconne. Voilà. Et puis, de toute façon, vous savez, les gens sont pas bêtes. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans un établissement et qu'il y a un turnover, c'est pas anodin. Turnover dans un établissement, c'est pas anodin. Les éducateurs, s'ils restent pas, c'est pas anodin. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il des questions? Non? Vous? Non plus? Bon, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et